Cabral Libye, bonjour. Bonjour. Si vous êtes élu, quelles seront vos deux priorités? Alors, le Cameroun est dans l'abîme. Il est donc difficile de ne choisir que deux priorités. Mais celle sans doute par laquelle je commencerai, c'est le recouvrement des 11 700 milliards que Glencore, qui a spolié le pétrole camerounais pendant 10 ans, a accepté de payer et dont le recouvrement est bloqué maintenant par la corruption de quelques agents publics qui sont allés se faire soudoyer et qui empêchent le recouvrement de cet argent dont le peuple a besoin justement pour résoudre les urgences. Et ces urgences, elles sont de notre point de vue de 4 ordres. Nous avons déjà annoncé qu'une fois élus, nous donnerions 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun pour régler les urgences infrastructurelles, notamment routières, en permettant aux communes d'acquérir des engins pour le faire, des urgences hospitalières pour relever le plateau technique des hôpitaux dans les communes, des urgences numériques et scolaires, puis les urgences alimentaires. Et puis, j'ai envie de dire, le deuxième train d'urgence est celui de la réforme de la forme de l'État, qui permettra donc de régler la question notamment anglophone. Vous êtes pour le fédéralisme? Absolument. Tous les pays qui ont dû faire face à leur naissance à la diversité sociologique, c'est le cas du Cameroun, ont opté pour le fédéralisme. Et tous les États qui appliquent le fédéralisme l'appliquent à leur réalité. Et la réalité camerounaise, appelée aussi Afrique en miniature, c'est en réalité plusieurs communautés. Et nous proposons donc qu'on balaie les 10 régions actuelles qui ne veulent absolument rien dire, que l'on transforme les 58 départements actuels qui ont du sens, historiquement, sociologiquement, anthropologiquement, qu'on fusionne ou qu'on agglomère les nouvelles régions voisines qui sont affinitaires pour un total de 25 régions auxquelles nous donnerions donc une effective autonomie. Et là, on aura réglé la question linguistique simplement en instituant l'apprentissage concomitant du français et de l'anglais pour qu'on ait des Camerounais totalement bilingues. Lors de votre dernière tournée dans le nord du Cameroun, vous avez dû passer par le Tchad, par Bongor précisément, pour aller de Maroua à Kousséri. En effet. Pourquoi ce détour? C'est drôle comme ça parce que justement le trajet entre Maroua et Kousséri, passant notamment par Moura, est dangereux. Il y a encore quelque temps, une dame a dû se voir enlever 5 de ses enfants qui n'ont pu être libérés, nous dit-on, que contre rançon. D'ailleurs, l'un d'entre eux a perdu la vie. J'exprime mes condoléances à cette dame et à cette famille. Donc nous avons dû contourner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque nous sommes entrés dans la partie septentrionale, partout où nous nous sommes arrêtés, les gens nous rappelaient que tous les jours, pratiquement, il y a des enlèvements, des kidnappings, et c'est des bandits qui demandent des rançons. Il faut y mettre fin. Vous savez, il y a donc aujourd'hui une sorte de mélange entre le terrorisme et du banditisme, tout simplement. Pour y mettre fin, il faut équiper l'armée camerounaise. Il faut moderniser les équipements de l'armée camerounaise. Il faut des drones qui balaient ces régions jour et nuit avec des détections thermiques. Et ça, c'est au cœur de notre projet politique. C'est insupportable. Face au président sortant Paul Biya et à la machine électorale de son parti RDPC, est-ce que vous ne partez pas battu, Cabral Libye? Mais absolument pas. C'est la petite musique que nous appelons l'impuissance apprise. Chaque fois qu'on évoque l'élection présidentielle contre ce régime sortant, il y a cette musique qui joue, mais elle est absolument fausse. Je viens de vous dire, M. Boisbouvier, que les milliers, les centaines de milliers de Camerounais que je viens de rencontrer ces 10 derniers jours en faisant le Cameroun de part en part me disent la même chose. Elles en ont marre. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que qu'ils viennent massivement à ma rencontre prouve bien qu'ils trouvent en moi le projet qui répond à leurs attentes. Mais cette fameuse machine, elle n'est pas redoutable par son projet, par son efficacité, par ses résultats. Elle est redoutable par la fraude électorale qui s'est sophistiquée d'année en année. Il y a quelques jours, nous avons rendu public, et c'est encore visible sur notre site internet www.cabral2025.cm, nous avons démontré qu'il y a une réserve de 2 millions de voix qui ont été fabriquées par des manipulations algorithmiques. Nous l'avons démontré scientifiquement. Et là, pour contrecarrer cela... Des voix fictives? Des voix fictives par des manipulations numériques. Et pour contrecarrer cela, il y a une seule solution. Engager la responsabilité individuelle des électeurs. Un peu comme nous l'avons vécu d'ailleurs au Sénégal. Ce que le Sénégal nous a donné comme enseignement, c'est que c'est la responsabilité individuelle de l'électeur qui fait tomber aussi de vieux régimes. Il faut que chacun fasse sa part. Et faire sa part, c'est être dans le bureau de vote. Le jour de l'élection, voter, nous devons voter massivement. Et surtout que les uns et les autres se rendent disponibles bénévolement pour surveiller le vote. Parce que si on n'est pas dans les bureaux de vote pour surveiller le vote, ils vont travestir le résultat des urnes. Samedi dernier, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary a été désigné candidat consensuel de l'opposition par un regroupement de partis dénommé Union pour le changement. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Rien du tout. Pour nous, c'est un non-événement. Le mot consensus est un mot français qui signifie accord de volonté. Donc, vous et moi dans ce studio, on peut faire consensus sur ce que nous voulons. Mais encore faut-il que cela ait un impact réel. Bon, ce que moi je sais, c'est que le projet que je porte
fait consensus. Aujourd'hui, non seulement, je dirais, au sein du parti politique, mais c'est normal, mais au-delà du parti PCRN, nous avons aujourd'hui des adhésions qui sont retentissantes. Des artistes, des comédiens, des influenceurs, des acteurs de la société civile, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont un réel impact auprès du peuple. Voilà le type de consensus que nous sommes en train de construire et que nous avons appelé la vague orange, que nous avons soulevée au grand meeting de Kribi et qui a déferlé de part en part sur le Cameroun. Donc pas question, après cette désignation de samedi dernier de votre partenaire d'opposition Chiroma, pas question pour vous de retirer votre candidature. Mais absolument pas, la question ne se pose même pas. En revanche, vous devez vous souvenir que exactement dans ce même studio, il y a quelques mois, lorsque vous m'aviez posé la question si j'étais en disposition de renoncer à ma candidature, je vous avais répondu par de l'affirmative. Vous devez sans doute vous rappeler que je vous avais donné un nom. C'était monsieur Akeremouna, parce que nous nous inscrivions à l'époque dans ce qu'on appelait l'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique, qui était portée par le professeur Olivier Billet. Bon, par la suite, c'est eux-mêmes qui ont décidé de donner une autre direction à cette idée que nous trouvions intéressante. Avez-vous entendu un autre candidat à cette élection dire qu'il est prêt à enlever, à retirer sa candidature et au profit d'un candidat qu'il a déjà nommé? Je suis le seul à l'avoir fait. Maintenant, le contexte a changé. Vous savez, moi je fais partie des cadets. Nous sommes 12 candidats, je fais partie des cadets. Et l'une des choses, l'autre petite musique que nous entendons constamment, c'est que oui, vous les cadets, vous devez vous aligner derrière les aînés. Nous leur disons, ok, d'accord, que les 3 septuagénaires, qui viennent juste après le nonagénaire, s'entendent déjà, coalisent déjà entre eux, puis nous aviserons. Ce d'autant que 2 des septuagénaires sont issus pratiquement du même village, tout au moins du même département, celui de la Benou. Vous pensez à Chiroma et à Bello. Absolument. Alors justement... Et ils n'ont pas que ça en partage. Hein. Alors justement, cet appel que vous avez lancé aux 3 septuagénaires, c'est-à-dire à Keremouna, Bello Bouba et Issa Chiroma, à se mettre ensemble, donc pour jeter les bases d'une candidature consensuelle, ça n'a pas du tout plu à Issa Chiroma, qui a vu une façon de votre part de vouloir le mettre à la retraite. Il vous appelle à plus de respect, à plus d'humilité. Peut-on faire montre de plus d'humilité que de solliciter des aînés qu'ils s'entendent déjà? C'est du respect. Tout ce que nous leur demandons, c'est que vous avez beaucoup de choses en partage. Certains d'entre eux ont servi le régime pendant 30 ans, d'autres pendant 25 ans. Puis ils décident à 2 mois de l'élection présidentielle de se lancer, ce qui est quand même, on peut dire, un précédent, même dans l'histoire de l'humanité. C'est pas tout le temps que l'on voit des gens qui ont aussi servilement servi un régime se décider de le faire tomber 2 mois avant une élection présidentielle. Et nous leur disons, il n'y a pas de souci. Le peuple vous regarde parfois avec un regard suspicieux, parce que c'est pas la première fois que vous allez à gauche, puis à droite, et que vous justifiez à chaque fois vos allées et venues. L'électeur camerounais, nous lui faisons confiance, est très lucide sur ce point. En 2018, Cabral Libby, vous êtes arrivé officiellement 3e, derrière Paul Biya et Maurice Kamto. Mais à l'époque, il n'y avait pas les candidats Bello Bouba, Maïgari et Issa Chiroma Bakary, puisqu'ils étaient encore, encore au gouvernement. Alors maintenant qu'ils ont démissionné de ce gouvernement, et maintenant qu'ils sont candidats, est-ce qu'ils ne peuvent pas vous prendre des voix? Et est-ce que c'est pas pour ça, Cabral Libby, que vous tentez de les pousser vers la sortie sous prétexte qu'ils sont septuagénaires? Je n'ai poussé personne vers la sortie. Je suis très respectueux des trajectoires. Non, absolument pas. Nous ne poussons personne à la sortie. Nous sommes à une compétition démocratique. Et l'arbitre, en tout cas celui qui opère le choix en dernier ressort, c'est le peuple. Et je pense que certains d'entre eux se sentent poussés vers la sortie parce que s'oppose à eux une candidature comme la mienne, qui est une candidature de travail depuis 2019 que nous sommes en politique. Lorsque les enseignants étaient dans la détresse, qui s'est levé? Lorsqu'on a détourné les fonds Covid, qui s'est levé? Lorsqu'on a augmenté les prix du carburant, qui s'est levé? Lorsqu'est arrivée la gabégie sur les infrastructures sportives, qui a introduit à l'Assemblée nationale des propositions d'enquête parlementaire, qui a obtenu souvent des amendements de loi de finances, ce qui est quand même sans précédent pour le peuple. C'est encore nous. Donc nous arrivons devant les Camerounais pas avec du jeunisme, mais avec des idées, un engagement, une constance, un parcours. Voilà ce que représente notre candidature. Mais vous savez bien, Cabral Libby, que Bello et Chiroma, leur fief c'est le Nord, et que le Nord ça compte 1/3 des voix. Vous allez perdre des voix, nécessairement, non, par rapport à 2018 où Bello et Chiroma n'étaient pas candidats. Écoutez, je sors de ce Nord-là, vous l'avez vous-même évoqué à l'entame de notre échange. Vous avez vu les milliers, les centaines de milliers de personnes qui sont venues à ma rencontre. Et ces personnes-là ne suivent pas un nordiste. Elles suivent un candidat dont ils connaissent le parcours, le niveau d'engagement. Et ces gens-là m'ont dit, Monsieur Libby, nous on vous a écouté. Vous avez toujours été à nos côtés. Vous nous avez toujours défendus. Et à nos yeux, ce n'est pas parce que vous êtes né plus loin au sud que nous ne croyons pas en vous. Et pour nous, vous incarnez notre espérance et notre espoir. Moi, je ne suis pas un ancien ministre avec de l'argent que j'aurais gardé ici ou là. Moi, je ne suis pas du vieux système où ils achètent des consciences et des voix, où ils payent des gens pour les réunir. Moi, tous ces gens que j'ai rencontrés, qui sont à Touloum, qui sont à Guidigis,
qui sont à Yagua, qui sont à Kousseri, où je suis allé les rencontrer, ou sont en Gaoundéré ou à Garoua. C'est parce qu'ils m'ont vu braver la route avec eux pendant 8 heures. Parce que les autres, ils prennent leur avion et ne savent pas dans quel état est cette route. Donc, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont candidats pour gagner le Nord. Mais moi, je suis candidat pour gagner l'élection nationale. Est-ce que, quoi qu'il arrive, vous allez maintenir votre candidature jusqu'au 12 octobre ou est-ce qu'il y a encore une petite chance que vous vous mettiez d'accord avec d'autres candidats pour une candidature commune, voire unique? Ma disposition pour la mutualisation, elle est intacte. Nous l'inscrivons dans une démarche à 3 temps. D'abord, nous nous réunissons pour construire un projet commun. Deuxième étape, une stratégie commune pour surveiller le vote. Et puis troisième élément, définition commune des critères de choix de l'un d'entre nous. Et ça, c'est très important. Si cette méthode est respectée, ben nous sommes totalement partants, M. Boisbouvier. Oui, mais la présidentielle, c'est dans moins d'un mois. Vous avez encore le temps de faire tout ça? Mais absolument. Tout ça peut se faire même en une semaine, croyez-moi. Avec qui? Mais avec tous les autres candidats et surtout tous les autres aussi qui ne le sont pas. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons lancé un message à l'endroit des candidats qui ont été recalés. Avant de parler de Maurice Kamto, avec qui parmi les 10 autres candidats de l'opposition vous êtes en discussion avancée sur ces 3 bases? J'ai adressé des courriers à ces candidats. J'ai entamé des discussions verbales avec M. Joshua aussi, avec Mme Tomaïno Ndamdjoya. Je vous l'ai dit bien avant et ça s'est poursuivi avec M. Akeremouna pour ne vous prendre que ces cas-là. Donc les échanges continuent. Il y a ceux-là que je mène moi-même avec ces candidats directement et des échanges que nos équipes entretiennent dans l'optique d'arriver à ce résultat. Depuis qu'il a été déclaré inéligible, il y a un mois, beaucoup pensent que Maurice Kamto est devenu le faiseur de roi au sein de l'opposition. Est-ce que vous espérez qu'il sorte de son silence, qu'il donne une consigne de vote? C'est ce message que nous avons lancé au meeting de Kribi, à tous les candidats qui ont été recalés. Tous ont affiché la prétention de vouloir incarner le changement. Le changement, il est incarné aujourd'hui par un certain nombre de candidatures, comme la mienne, dans l'opposition actuellement. Oui, mais vous voyez bien que depuis un mois, Maurice Kamto, qui est très blessé par l'invalidation prononcée par les juges constitutionnels contre lui, il se mure dans le silence, il ne veut parler à personne. C'est humain, ce que vous êtes en train de décrire. Mais il reste que le Cameroun est au-dessus et de nos blessures personnelles et de nos émotions personnelles. Parce que moi-même qui vous parle de l'acharnement dont j'ai été l'objet, c'est très blessant tout ce qu'on peut subir. Lorsqu'on vous expulse d'une région de votre propre pays injustement, lorsqu'on vous impose des procès à n'en plus finir et avec tout ce que ça coûte, lorsqu'on vous organise un congrès et que vous en êtes privé. Mais le combat pour le Cameroun est plus fort que tout cela. Parce que ne perdons pas de vue que tout ce que nous pouvons avoir comme blessure, tout ce que nous pouvons subir, nous est infligé par ces gens qui ont mis le pays dans l'abîme. Donc la priorité, c'est de les faire partir de là. Donc nous avons le devoir de rester debout et de montrer la voie à ceux qui nous écoutent. Pourquoi tout ce parcours, pourquoi tous ces efforts? Pour s'affaiblir maintenant. Ben, il faut se lever et y aller. Cabral Libby, je vous remercie. Merci à vous. Il y a des paroles politiques qui frappent l'opinion publique par leur audace et leur promesse de changement. Quand Cabral Libby affirme devant les micros de RFI qu'une fois élu président de la République le 12 octobre 2025, il donnera 2 milliards de francs CFA à chaque commune, il ne se contente pas d'énoncer une idée. Il lance un défi au système actuel, il provoque une réaction immédiate dans l'esprit des citoyens et attire l'attention de tous ceux qui se demandent, est-ce réalisable? Est-ce crédible? Est-ce la solution que le Cameroun attend depuis si longtemps? Cette déclaration, déjà largement commentée, mérite une analyse approfondie, car elle ouvre plusieurs pistes de réflexion sur la gouvernance, la gestion des ressources publiques et la crédibilité du discours politique. Avant tout, ce type de promesse soulève des attentes immenses dans un pays où la population vit au quotidien les conséquences du manque d'infrastructures, de services de santé déficients, de routes impraticables et de problèmes alimentaires criants. En affirmant vouloir donner 2 milliards par commune, Cabral Libby frappe fort, car chacun peut rapidement imaginer l'impact concret d'une telle mesure dans sa localité. Mais derrière l'effet d'annonce, la vraie question reste la faisabilité. Où trouver ces fonds? Comment garantir leur bonne utilisation? Et surtout, comment éviter que cette manne ne soit à son tour engloutie par la corruption qui gangrène l'administration? C'est ici que son discours devient plus intéressant. Il évoque en effet le recouvrement des 11 700 milliards que l'entreprise Glencore aurait accepté de payer après avoir, selon ses termes, spolié le pétrole camerounais. Cette somme astronomique, si elle était réellement récupérée et mise au service du peuple, représenterait une transformation radicale des finances publiques. Mais encore une fois, la question de la faisabilité et des mécanismes de recouvrement reste entière. Cabral Libby accuse certains agents publics corrompus d'avoir bloqué ce processus. Cette dénonciation met en lumière un problème central. Même avec des ressources potentielles gigantesques, rien ne peut changer tant que la corruption persiste au cœur du système.
Cette approche montre une certaine lucidité politique. Pointer le vrai obstacle, ce n'est pas seulement identifier l'argent disponible, c'est aussi dévoiler les résistances internes qui empêchent sa redistribution équitable. En cela, son analyse rejoint les préoccupations de millions de Camerounais qui constatent au quotidien les détournements, les lenteurs administratives et l'absence de volonté politique pour combattre la corruption. Pourtant, on peut se demander si une telle déclaration publique sur Glencore n'est pas à double tranchant. D'un côté, elle alimente l'espoir que des ressources existent et qu'un dirigeant déterminé pourrait réellement changer la donne. De l'autre, elle soulève des doutes. Si cet argent est bien réel, pourquoi n'est-il pas déjà récupéré par l'État? Et surtout, est-ce que Cabral Libye, une fois au pouvoir, aurait réellement la capacité de briser les résistances d'un système enraciné depuis des décennies? Ce premier point montre que le discours de Cabral Libye est à la fois séduisant et risqué. Il séduit par la clarté de ses priorités, financer directement les communes pour répondre aux urgences locales. Mais il risque de décevoir s'il apparaît comme une promesse impossible à réaliser dans les conditions actuelles. C'est là tout le défi de la communication politique, donner de l'espoir sans tomber dans l'illusion. Et c'est précisément pour analyser ce type de discours que nous devons échanger, critiquer, partager nos points de vue. C'est en confrontant les idées que l'on peut éclairer les zones d'ombre et mieux comprendre les enjeux réels. C'est pourquoi je vous invite, en lisant cette analyse, à réagir dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de cette promesse, si elle vous semble réaliste, et surtout si vous croyez qu'une telle mesure pourrait vraiment changer votre vie quotidienne. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses, car plus nous serons nombreux à réfléchir ensemble, plus notre voix collective comptera. Cabral Libye ne s'arrête pas aux urgences financières et locales. Il aborde ensuite la question du fédéralisme et de la réforme de l'État, un sujet qui divise et interpelle depuis longtemps au Cameroun. Selon lui, le pays, appelé Africa miniature, en raison de sa diversité sociologique et culturelle, ne peut être gouverné efficacement qu'en adoptant un modèle fédéral adapté à sa réalité. Il propose de supprimer les 10 régions actuelles pour les remplacer par 25 entités régionales autonomes créées selon des affinités historiques, sociologiques et anthropologiques. Cette proposition, audacieuse et techniquement ambitieuse, mérite d'être examinée attentivement. L'idée de rapprocher le pouvoir des citoyens, de donner aux régions plus d'autonomie pour gérer leurs affaires locales, est séduisante et trouve un écho chez beaucoup. Elle pourrait contribuer à résoudre des tensions de longue date, notamment dans les régions anglophones, en instituant un apprentissage concomitant du français et de l'anglais. Cela favoriserait la cohésion nationale et permettrait aux Camerounais de devenir pleinement bilingues, une compétence essentielle dans un pays aux identités multiples. Cependant, cette réforme soulève aussi des questions concrètes, comment passer de 10 à 25 régions en moins de 10 mois avant l'élection? Quelles seront les implications financières et administratives de cette réorganisation? Les structures existantes, souvent fragiles, pourront-elles supporter un tel chamboulement? C'est là où l'enthousiasme politique doit rencontrer la rigueur de la planification administrative. Une réforme fédérale mal préparée pourrait créer plus de désordre qu'elle n'en résout et risquerait de diviser davantage au lieu de fédérer. Un autre point central du discours de Cabral Libye concerne la sécurité, notamment dans le nord du pays. Les détours obligatoires par le Tchad pour se rendre de Maroua à Kousri, évoqués par l'interview, illustrent les problèmes de sécurité persistants. Les kidnappings et le mélange de banditisme et de terrorisme constituent un défi quotidien pour les populations locales. Cabral Libye propose de moderniser l'armée camerounaise, d'équiper les forces de drones avec détection thermique et de renforcer les moyens de surveillance. Ces mesures semblent logiques et nécessaires. La sécurité est un pilier fondamental de toute gouvernance efficace. Mais là encore, il faut se poser la question de la réalisation concrète, quel budget sera alloué à ces équipements? Quelle formation sera donnée aux forces de l'ordre pour utiliser ces technologies efficacement? Et surtout, comment garantir que ces moyens ne seront pas détournés ou concentrés uniquement dans certaines régions, laissant d'autres vulnérables? L'enthousiasme du projet doit rencontrer la réalité du terrain. Cabral Libye met également en avant sa différence avec le système en place, en insistant sur son engagement personnel et sur le fait qu'il ne fait pas partie du vieux système où l'achat de conscience est monnaie courante. Cette affirmation est intéressante, car elle insiste sur la notion d'intégrité et de constance, valeurs essentielles pour gagner la confiance des électeurs. Il s'agit de montrer que le leadership ne se résume pas à des promesses, mais à un parcours cohérent, à un engagement visible et constant. En parallèle,
Il évoque les fraudes électorales, affirmant avoir identifié scientifiquement 2 millions de voix fictives via des manipulations numériques. Cela souligne un problème récurrent dans de nombreux pays, la confiance dans le processus électoral. L'appel de Cabral Libye à la responsabilité individuelle de l'électeur, à voter et à surveiller le vote, est un message citoyen fort. Il rappelle que la démocratie ne se résume pas à une promesse politique, mais repose sur l'engagement actif des citoyens. À ce stade de l'analyse, il devient clair que son discours combine promesses concrètes, vision structurelle et appel à la mobilisation citoyenne. Chaque proposition, qu'il s'agisse de financement des communes, de réforme fédérale ou de sécurité, est directement liée à l'idée de redonner au peuple les moyens d'agir et de vivre mieux. L'objectif est de créer un lien direct entre le programme politique et les besoins concrets de la population. Mais, comme dans tout discours politique ambitieux, la clé sera la mise en œuvre. Les idées sont séduisantes, mais elles nécessitent un plan détaillé, une gestion transparente et une communication constante avec la population. C'est ici que chacun de nous, citoyens, observateurs ou électeurs, doit intervenir, poser des questions, demander des précisions et se mobiliser pour que ces promesses ne restent pas de simples mots. Alors je vous invite, vous qui lisez cette analyse, à réagir dans les commentaires. Dites ce que vous pensez de ces mesures, si elles vous semblent réalisables et si elles répondent vraiment aux besoins de votre région. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que nous puissions tous réfléchir ensemble. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, car des analyses objectives et détaillées comme celle-ci méritent d'être suivies pour mieux comprendre les enjeux qui façonnent notre pays.